Bien, donc, bienvenue dans cette nouvelle séance du Conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. Présent, Frédéric Dulac. Tristan Jacques va nous rejoindre et va arriver en retard. Pouvoir Roberto Drapon. Laurence Renard, absent de pouvoir à Charles Renard. Roberto Drapon, présent. Émilie Stella, pouvoir à Christelle Guillard. Arnaud Boutier, il est là. Magali Douce, présent. Jean Dansrel, présent. Eliane Molyneux, pouvoir à Simone Moala. Brigitte Boucher, présent. Denis Guyard, présent. Raymond Besco, présent. Yolande Grosbon, absent de pouvoir à Guérimont-Deyère. Fabienne Belin, présente. Patrick Marquet, absent de pouvoir à Denis Guyard. Guérimont-Deyère, présent. Denis Vergniaud, présent. Slimane Moala, présent. Christelle Guillard, présent. Salem Abraga, absent de pouvoir à Nicolas Largès. Charles Renard, présent. Nicolas Largès, présent. Thérèse Malem, présent. Caroline Nignou, absente. Isabelle Salomé, oui, présente. Anne Dedon, présente. Stéphane Bouchard, absent pouvoir à Thérèse Malem. Étienne Dervin, présent. Nous avons quorum, donc nous pouvons démarrer. Je vous propose en secrétaire de séance Frédéric Dulac. Tout le monde est d'accord? Pas d'opposition? Ok. Alors, on va commencer par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 mars. Je n'ai pas reçu de demande de modification. Oui. Thérèse Malem. Comme nous sommes obligés de modifier la délibération sur le administratif 2023 suite à une erreur sur le contrôle comptable, moi ça m'ennuie qu'on vote, qu'on accepte le compte rendu du 27 mars, puisque du coup dans ce compte rendu il y a une erreur qui est encore. Oui, en fait le principe là-dessus par rapport à une erreur administrative, c'est qu'on revote la chose aujourd'hui, et donc la délibération finalement qui a été prise précédemment tombe. Et c'est la délibération d'aujourd'hui qui la remplace. Ça c'est sûr. Voilà, oui bien sûr. Mais le compte rendu étant ce qui s'est passé en fait pendant le conseil municipal, on a en effet bien débattu du compte administratif, il y a eu bien la présentation. Aujourd'hui, ce que je vous proposerai, alors Tristan devrait nous rejoindre, donc on va passer d'abord toutes les autres délibérations. Et puis s'il arrive à temps, il est un peu bloqué dans les bouchons, donc s'il arrive à temps, il représentera, mais on ne va pas avoir besoin de représenter l'ensemble du compte administratif, puisque c'est la même chose, sauf sur l'affectation des résultats, puisqu'en fait c'est pas dans le compte administratif lui-même, c'est l'affectation des résultats, mais il l'expliquera tout à l'heure, qui modifie finalement le résultat, et c'est tout. Je vous propose donc de passer au vote sur ce compte rendu. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, une délibération qu'aurait pu présenter, ou que peut présenter d'ailleurs Magali Douce, si tu veux Magali, ou... Comme vous souhaitez. Vas-y, si tu veux, puisque c'est toi qui es directement impliqué avec cette association, que nous proposons de rejoindre pour pouvoir partager les expériences sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de l'inclusion. Voilà. Alors je t'invite à prendre le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, il est proposé de rejoindre une association nouvellement créée, officieusement depuis environ 4 ans, officiellement au journal officiel depuis le 2 octobre 2023. Cette association regroupe des élus du département des Yvelines et de Versailles-Grand-Parc, parce qu'il y a une association du 80, enfin il y a une commune du 91, voilà, Bièvre,
Et l'objectif de cette association, appelée Élus au handicap du département des Yvelines 78 500, est de rassembler des élus qui ont pour mission ou qui sont sensibilisés au handicap pour partager les problèmes sur nos communes, les pratiques, et faire remonter tout ce qui nous arrive des habitants de Magny, par exemple, les expériences, entre autres, et ensuite d'être force de proposition, dans la mesure du possible, auprès des élus qui nous représentent, députés et sénateurs si possible, de façon à ce que de nouvelles choses qui sont prises en compte dans les futures lois à venir. Voilà. Si nous adhérons à cette association, nous serons la deuxième commune à y adhérer. Aujourd'hui, il y a une douzaine d'élus, mais ça augmente parce que, assez régulièrement, parce que l'adhésion peut être liée à un élu au handicap, mais ensuite des mairies peuvent adhérer. Et donc aujourd'hui, Montigny-Bourg a déjà adhéré à l'association et nous serons donc la deuxième. L'intérêt de faire adhérer la mairie, c'est que ça permettrait de faire perdurer cette action, puisque si c'est un élu qui est inscrit, bien sûr, à la fin de son mandat, et s'il n'est pas renouvelé, ça met fin en fait à sa contribution. Voilà. L'association, pour l'instant, se réunit soit en visio, soit dans des lieux accueillant des personnes en situation de handicap sur le territoire des Yvelines. La dernière rencontre a eu lieu vendredi et s'est déroulée au restaurant d'application de l'ESAC de Rambouillet, d'un des ESAC de Rambouillet, avec donc un service réalisé donc, par des jeunes en situation de handicap. Voilà. L'objectif, c'est un partage, et sur le peu déjà un peu partagé, Magny n'a vraiment pas à rougir sur tout ce qui concerne l'accessibilité de nos bâtiments. Voilà. Et donc, ça pourrait nous donner l'occasion d'œuvrer sur les autres points qui peuvent faire défaut, en particulier tout ce qui est lié à l'éducation. On est une commune sur laquelle il n'y a pas de police, par exemple. Voilà. Par rapport à d'autres communes. Donc les communes sur lesquelles il n'y a pas d'ULIS, et puis peut-être réfléchir à l'accessibilité pour les personnes qui ne sont pas obligatoirement à mobilité réduite. Donc si vous êtes d'accord avec ça, et ben, vous êtes invité à adhérer. Alors l'adhésion est de 15 €. Voilà. Donc ça ne grève pas le budget et c'est prévu. N'est-ce pas, Christophe? Une provision. Merci Magali pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des remarques? Thérèse Malher. Je voulais savoir pas du lys, qu'est-ce que c'est exactement? Vous expliquer. Dispositif c'est une classe inclusive. Pas une classe. Pas une classe, alors un dispositif. Voilà. Au sein d'une école, voilà. Ce peut être une école primaire, ce peut être un collège, voilà. Et je veux peut-être en parler mieux que moi. Le micro, s'il vous plaît. Pour que les personnes qui nous suivent sur les réseaux puissent entendre les discussions. Donc, Christelle, tu compléteras peut-être mes propos, mais donc en fait, un dispositif ULIS, c'est un dispositif où on accueille des élèves atteints d'un handicap. En fait, ils sont dans des classes ordinaires, CP, CE1, etc., 6e, et en fait, à certains moments de la journée, ils sont sortis de leur classe ordinaire et ils vont dans ce dispositif, ils sont pris en charge par des enseignants spécialisés de leur handicap. Et donc, les écoles, les établissements, il y a des thématiques qui sont dispositifs ULIS en fonction du handicap. Il y a des ULIS qui
dispositifs Ulysse spécialisés dans le handicap physique, les malentendants, les voyants, et d'autres pour des handicaps cognitifs, du trouble du comportement, des élèves dyslexiques, des élèves dyspraxiques, des élèves autistes. Et donc, effectivement, je ne savais pas qu'à Mani, il n'y avait pas d'école primaire. Non. Et pour rencontrer les associations de parents, l'IFOR par exemple, sur la commune, on sait que c'est un besoin vraiment réel et important. Et une demande a été faite. Quels sont les critères? On a déjà demandé à plusieurs reprises, en fait. C'est l'Éducation nationale qui choisit la mise en place du dispositif Ulysse dans les écoles et qui fait ses choix. Et on a eu l'occasion de faire à plusieurs reprises la demande. Nous, évidemment, on met à disposition des locaux, un certain nombre d'éléments, comme pour, en tout cas sur l'élémentaire, comme c'est notre responsabilité. Jusqu'à présent, on n'a pas eu encore de réponse positive de la part de l'Éducation nationale, mais évidemment, avec l'appui aussi de ce réseau d'élus locaux, ça peut nous aider à obtenir à un moment donné un retour positif. Voilà. En tout cas, on continue de militer dans ce cadre-là. Je sais que, comme Magali a évoqué l'association Une Fois Plus Fort, je sais qu'eux aussi nous accompagnent et nous soutiennent dans cette démarche, tout comme aussi les équipes d'enseignants qui sont sur la commune et les associations par exemple. J'imagine qu'il doit y avoir un nombre minimum ou maximum d'enfants dans cette classe. C'est 12 maximum. Il y a ces éléments, il y a ces critères-là, et puis ensuite rassemblés par, on va dire, par type de handicap, puisque c'est un type de handicap par dispositif Ulysse. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'enfants de la commune qui sont accueillis, par exemple, à Chevreuse, dans le cadre. Ou à Guyancourt, ou à Montigny, voilà. Mais donc c'est pour l'éducation nationale, en fait, on va dire des choix d'implantation au niveau territorial. Mais ça voudrait dire que si on avait une classe, on pourrait bien prendre des enfants de Saint-Rémy, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. On n'est pas sectaire. Mais ça pourrait surtout permettre, en fait, d'accueillir en premier lieu, évidemment, les enfants qui ont ces types de handicap, en fonction, encore une fois, du type de handicap du dispositif Ulysse qui serait proposé sur la commune. Et on sait que par rapport à certains handicaps, on pourrait, je veux dire, quasiment remplir les effectifs en fait, d'Ulysse. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, nous avons un renouvellement de notre adhésion à un groupement de commandes avec le CIG. Ça concerne un marché qui arrive à échéance en février 2025 et c'est sur les reliures des actes administratifs. Nous étions déjà dans ce marché donc, en groupement de commandes jusqu'à présent et il est proposé d'adhérer à nouveau à cette proposition de groupement de commandes avec le CIG. C'est pas, enfin voilà, ça fonctionne comme pour tous les groupements de commandes. Hein. On adhère, on verra à la fin le choix par rapport au marché qui est proposé pour pouvoir adhérer au marché ou pas. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il y a un coût de cette adhésion? Non, non. Non, non. Non, non. Et est-ce qu'on pourrait avoir une idée du montant du marché pour ce qui concerne l'AMI sur ce genre de choses? Oui, alors on vous passera, parce que là je ne l'ai pas en tête, mais on vous le passera à l'occasion. Merci. Oui, c'est peu de choses. Ça me suffit comme ordonnance. Donc vous l'enregistrez. Oui, oui.
Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, une mise à jour d'une délibération suite à un arrêté qui a été pris et qui a modifié tout ce qui est modalité de monétisation des comptes épargne-temps. Et donc il convient aujourd'hui de se mettre à jour suite à cet arrêté et cette revalorisation. Donc sur les catégories A, on passe de 135 à 150 euros bruts par jour. Pour les catégories B, de 90 à 100. Et pour les catégories C, de 75 à 83 euros par jour. On en a profité pour vous faire un petit bilan par rapport au compte épargne-temps sur la collectivité. En 2022, nous avions 9 agents pour un total estimé à 10 700 euros. Et en 2023, 13 agents qui ont demandé cette monétisation pour un montant de 10 320 euros. Y a-t-il des questions ou des remarques? Thérèse Madame? C'est une obligation de leur verser en c'est leur choix. Enfin, c'est leur choix. Non, mais la commune est dans l'obligation de répondre, c'est lui qui se dit. Oui. Voilà. Il faudrait bien prendre alors, eux choisissent. En fait, c'est quand je parle de 9 agents et 13 agents, c'est sur l'ensemble des agents de la collectivité. Donc, finalement, peu par rapport au nombre d'agents. C'est eux qui choisissent de mettre leur jour de congé en fait en compte épargne-temps ou pas. Aucune obligation évidemment. Par contre, nous en tant que collectivité, on a l'obligation de proposer ce dispositif. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, nous avions une délibération par rapport au recrutement d'agents saisonniers qui date de 2021. Et cette année, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu donc, sur l'été, nous proposons de pouvoir prévoir le recrutement d'un saisonnier supplémentaire pour pouvoir renforcer les équipes techniques sur les mois de juillet et août, sachant que nous avons une délibération aujourd'hui qui porte sur un poste sur le mois de juillet et un sur le mois d'août pour les services techniques, et 4 postes sur le mois de juillet pour le service entretien qui correspondent aux gros entretiens de l'été, notamment dans l'ensemble des écoles, puisqu'on déménage l'ensemble du mobilier et on fait un ménage, un très très gros ménage sur l'ensemble de ces équipes. Voilà, donc là, la proposition pour cet été spécifiquement, de pouvoir donc avoir un saisonnier supplémentaire sur les 2 mois de juillet. Là-dedans. Du coup, ça s'était fait en 2022 et en 2023 d'avoir ces saisonniers au moins pour la partie entretien. Oui, et puis sur les services techniques également, ce qui nous permet de pouvoir, je pense par exemple aux espaces verts, de pouvoir permettre, en ce moment vous voyez le nombre de tontes, ou en tout cas d'aider au mieux par rapport au climat, et puis après sur un certain nombre d'entretiens aussi d'été, de pouvoir faire, notamment aussi pendant les périodes de congé d'un certain nombre d'agents, puisque l'été c'est aussi une prise de congé. Ça permet aux gens de prendre des congés, bien sûr. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, je vais passer la parole à Tristan Jacques pour la partie finance, compte administratif 2023.
Et ensuite, décision modificative numéro 1 du budget. Je propose peut-être de présenter les deux en même temps, et puis ensuite on votera l'une après l'autre. Oui, écoutez, ça fait 20 ans que je suis élu, et ça fait 20 budgets du coup que j'ai voté et sur lesquels il n'y a pas de problème. Et ça arrive. Il y a eu un problème sur le compte administratif 2023, donc je vous prie déjà au préalable de bien vouloir vous excuser pour cette erreur, puisque du coup effectivement nous avons fait une erreur sur le calcul du résultat du compte administratif 2023. Et c'est en partie l'objet de la délibération. Donc je vous prie bien vouloir accepter nos excuses pour cette coquille. Donc, comme vous l'avez vu sur cette délibération, nous sommes obligés de revoter sur le compte administratif 2023 pour deux raisons. La première, c'est que le Trésor public a souhaité que l'on rattache le résultat de la caisse d'école au budget principal. Donc ça, on l'a fait, ça pose pas de problème, ça, honnêtement, on ne peut pas le savoir. Et le deuxième, c'est que du coup, dans le compte de résultat, il y a eu une coquille sur le calcul. Et du coup, on a un solde du budget d'investissement qui est erroné, et donc du coup il nous convient de réduire le résultat d'investissement d'à peu près 800 000 euros. Donc, étant donné qu'on réduit ce compte de résultat de 800 000 euros, il convient également du coup de réduire le budget de la ville de 800 000 euros sur la partie investissement. Comme vous le savez, ce n'est pas vraiment un sujet puisqu'on a dû inclure au budget d'investissement 2024 la réfection de l'école Corot Saint-Main, pour laquelle on est persuadé qu'on ne lancera pas les travaux cette année, mais on était obligé d'inscrire dans le budget pour pouvoir prétendre aller chercher des subventions. Donc en termes de fonctionnement, ça ne changera pas grand-chose au fonctionnement de la collectivité. Cependant, voilà, il faut passer une décision modificative et ajuster le compte administratif pour lequel M. Bern pourra sortir par la suite pour qu'on puisse revoter sur cette délibération. Alors encore une fois, je vous prie vraiment d'accepter nos excuses, ça n'est jamais arrivé. Ça arrive, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Y a-t-il des questions ou des remarques? Thérèse Mallet. Vous avez expliqué un peu l'erreur, donc ça paraît une erreur, sauf que moi je m'interroge quand même sur le reste à réaliser, il n'a pas bougé, donc pourquoi le reste à réaliser? Ah, non, parce que du coup, il y a un calcul qui est fait, c'est quand même des choses. Non, parce que du coup, le reste à réaliser, ça change pas. Enfin, c'est juste qu'en fait, on a compté 2 fois le résultat de l'année précédente pour calculer les résultats de cette année. Il y a un problème dans Excel, et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à un écart de 800 000 euros. Mais le reste à réaliser n'a pas changé, parce que du coup, c'est le reste à réaliser, c'est l'arrêté comptable des dépenses qui le détermine. Donc ça n'a pas changé, c'est juste une écrite. Vraiment, pour le coup, c'est une erreur de l'addition. Mais voilà, on en fait beaucoup, forcément, il y a un pourcentage de risque et d'erreur. Et du coup, si je reprends ce que vous venez de dire, on est obligé de réduire d'autant ce qui a été inscrit en budget d'investissement. Exactement, tout à fait, à hauteur de 800 000 euros. Ce qui pour l'instant ne pose aucun problème, puisqu'une majorité du budget d'investissement était dédiée à Corot Saint-Main, la réfection d'étanchéité, et on avait inscrit cette ligne-là uniquement pour aller chercher des subventions en parallèle, puisqu'on sait déjà bien que le chantier ne débutera pas cette année. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je quitte l'Assemblée et je laisse la présidence de cette Assemblée à Frédéric Dulac. Bien, y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? On va passer au vote. Alors, qui est pour? Merci. Monsieur le maire peut revenir.
Et donc nous passons maintenant au vote de la décision modificative dans le budget, qu'a expliqué donc Tristan. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, toujours Tristan Jacques, le pacte financier, une demande de fonds de concours. Alors, comme vous le savez, lors de la création de l'agglomération, on a transféré une partie de la fiscalité au niveau de l'agglomération et donc du coup, on s'est mis d'accord pour répartir un petit peu l'argent qui était transféré auprès des collectivités, auprès des communes. Et ce pacte financier est discuté à tous les mandats. Il est décomposé en plusieurs parties. Une partie, c'est du coup le fonctionnement, puisqu'on a une attribution de compensation à hauteur de 2 millions d'euros par an qui vient dans les recettes de fonctionnement de la collectivité. Et il y a également une partie investissement que l'agglomération avait souhaité en début de mandat un peu durcir en termes de critères, et l'ensemble des collectivités, que ce soit de droite et de gauche, ont souhaité que les critères du mandat précédent soient maintenus. Et donc du coup l'objet de cette délibération, cette enveloppe du pacte financier, c'est une enveloppe dans laquelle la collectivité peut tirer des fonds pour financer ses investissements auprès de l'agglomération, toujours à un taux maximal de 50% de financement. Donc en tout cas l'agglomération ne financera jamais plus de ce que va mettre, ce que va contribuer la commune à l'investissement. Et donc du coup l'idée de cette délibération, c'est de commencer à tirer sur cette enveloppe 1,8 million pour financer du coup le reliquat, le reste à charge de la commune sur le projet de gymnase de l'Aune. Du coup, ils ont proposé du coup de demander à l'agglomération de financer du coup le gymnase à hauteur d'un montant maximal de 453 369 euros et 70 centimes. Merci Tristan. Y a-t-il des remarques ou des questions? Anne Ledon. Dans la note explicative, vous avez indiqué que les surcoûts du gymnase de l'Aune, là il y a 2 explications qui sont notamment indiquées, c'était les approximations du cahier des charges, des conditions techniques particulières et l'indécision du maître d'œuvre. Est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur ces 2 objets? Raymond Lescaut. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je ne peux pas répondre à cette question en réunion publique. J'ai eu l'occasion de faire une visite avec une élue de votre groupe la semaine dernière. Et donc je lui ai apporté des explications sur la situation actuelle. Voilà. Donc rapprochez-vous d'elle. Voilà. Je l'ai déjà dit lors du précédent conseil, et vous savez très bien, donc ne leur posez pas cette question en réunion publique pour l'instant. Je ne pourrai pas vous répondre. Donc j'ai tenu mes engagements, on a fait une visite ensemble de nos établissements. J'ai fait une deuxième visite avec Caroline Lignou cette semaine du chantier du gymnase. Donc votre groupe est parfaitement au courant de la situation. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote sur cette demande de fonds de concours auprès de 50 ans en Yvelines. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, toujours Tristan Jacques, les règles d'amortissement, les compléments de règles d'amortissement. Bon, c'est une délibération passionnante, hein, comme vous avez pu le dire. L'amortissement comptable en collectivité locale ne sert pas à grand chose. L'amortissement privé sert à répartir fiscalement les investissements. En collectivité, ça sert à, je sais pas, à faire plaisir comptablement.
Et du coup, il nous a demandé de modifier certaines durées d'amortissement, parce qu'on a changé de norme comptable, vous l'avez vu, on est passé en M57. Et du coup, on n'a pas modifié le nouveau tableau d'amortissement. Bah, du coup, on passe au nouveau tableau d'amortissement. Truc passionnant. Alors, y a-t-il des questions sur ce nouveau tableau d'amortissement? Tristan, vous l'aurez compris, ce sera un plaisir de vous répondre dans le détail. Aldenon. Je voulais savoir si c'était des chiffres standards qui sont appliqués dans toutes les communes ou si c'est... D'accord. Et un exemple d'évolution si vous avez en tête? Vous en pouvez, mais... le cheptel, on l'avait. Ouais, le cheptel, ouais, c'était le cheptel. Ouais. 10 ans. Oui, et le cheptel, on parle bien des bêtes. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, c'est pour dire l'intérêt du sujet. C'est pas nous. On n'avait pas de moto. Y a-t-il d'autres remarques, questions? Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, Tristan, toujours sur donc oui, la cage à marteau. Je pensais qu'on était un peu loin avec le cheptel, du coup, on va sur quelque chose de plus terre à terre, un peu sérieux. Du coup, on parle de la vente, fixation d'un tarif de vente d'une cage à marteau. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'une cage à marteau? Et bien, une cage à marteau, ça sert à faire des lancer marteaux. Et du coup, dans le cadre du projet de la plaine de Chemincourt, on avait installé une cage à marteau qui n'a pas rencontré un franc succès, notamment une ambition de réinventer de l'athlétisme, on n'a pas réussi jusqu'au bout. Voilà, donc du coup, elle nous avait coûté 16 250 € avec du coup la dalle, l'ancrage, les accessoires, 16 250 € à l'époque, donc il y a bientôt 5 ans, ça va vite. Et après quelques allers-retours de négociation avec la mairie d'Antony qui cherche une cage à marteau. En urgence. En urgence, on avait beaucoup de chance. Du coup, on s'est dit que pour une cage à marteau qui n'a malheureusement pas servi, ça serait pas mal qu'elle puisse servir un jour. Et du coup, la mairie d'Antony, après négociation, s'est engagée à venir la démonter, la transporter et nous donner 5 000 €. Et du coup, on propose d'entériner ce tarif de 5 000 € pour mettre fin à la négociation qui a été longue et éprouvante. Y a-t-il des questions ou des remarques? Nous sommes amusés à regarder le prix d'une cage à marteau sur les Google. Une cage à marteau neuve, c'est à peu près 20 000 €. Entre 19 et 20 000 €. C'est de pardon? C'est l'inflation, oui. Demain. L'inflation fait ça. Ouais, l'inflation. Pour les marchés, on l'a passé en 2017. 2019. En 2019, c'est l'inflation. Ouais, d'accord. C'est dommage pour une cage à marteau neuve. Peut-être on aurait pu. On fait une bonne affaire. Ouais, après. Honnêtement, c'est une cage, s'il faut l'entretenir, c'est des clients sportifs, donc il faut du contrôle réglementaire. C'est un truc qui coûte de l'argent, donc si on peut s'en séparer, moi je. Non, je dis pas ça, je peux peut-être la vendre plus cher, non? Bon, on a essayé, hein, vous inquiétez pas. Les équipes, elles ont très bien vérifié à la fois sur les dépenses et sur les recettes. Comptez sur moi là-dessus, et si on avait pu grappiller 1 centime d'euros de plus, on l'aurait fait. Il faut savoir que cette construction avait été faite évidemment en lien avec l'association d'athlétisme, avec les grands utilisateurs, avec les utilisateurs, et dans les demandes de l'ensemble des utilisateurs figurait cet équipement, tout comme figurait aussi l'équipement de saut, saut en hauteur. Et évidemment, on adapte au fur et à mesure, finalement, en fonction aussi de leur usage. Et la partie cage, en fait, c'est le filet que vous avez autour, n'est pas utilisé. Après, évidemment, c'est uniquement la structure du filet qui est prise. Le sol ne bouge pas. Ouais.
Du coup, vous avez cité le saut en hauteur parce qu'il n'est pas utilisé non plus, c'est ça? Alors, le saut en hauteur est utilisé, notamment par le collège, plus spécifiquement. Après, c'est la perche qui n'est pas utilisée en collège, qui était demandée par l'association d'athlétisme, et sur laquelle on a un certain nombre de discussions avec eux pour qu'ils puissent justement finir par l'utiliser. Ce qui n'est pas le cas en fait dans les activités qu'ils ont par rapport au lancer de marteau. Voilà. Puisque évidemment, si l'association ou le collège nous avait dit d'ici 1 ou 2 ans, on va utiliser tout ça pour faire du lancer de marteau et développer cette activité précisément, évidemment, on n'aurait pas cherché une vente à une autre collectivité. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, en vie associative, on va passer la parole à Roberto Drapon pour une demande de subvention de l'association du Secours catholique des Yvelines. Donc après 2 ans d'absence, le Secours catholique revient sur le secteur, sur la ville de Magny-les-Hameaux. Jusqu'à présent, et sur les 2 dernières années, il travaillait plutôt à Guyancourt. Un certain nombre de bénévoles ont été trouvés par le Secours catholique, et donc des créneaux ont été alloués à cette association sur le pôle Blaise Pascal. Une demande de subvention a été faite par le Secours catholique, c'était une subvention de 500 €, et comme on est en démarrage, ou plutôt en redémarrage d'activité et qu'on ne sait pas trop où on va pour l'instant, l'idée c'était de verser une subvention de 300 € pour ce démarrage d'activité. On évaluera l'impact de l'association et de ses actions sur la ville en fin d'année, de manière à pouvoir cibler un peu mieux le niveau de besoin pour cette association. Donc on vous demande de voter 300 € de subvention. À 2 ans. J'étais un peu surprise en lisant la proposition de délibération, et du coup je me suis rapprochée des bénévoles du Secours catholique que vous aviez rencontrés également, et j'ai compris qu'en fait pendant les 2 années où ils n'étaient pas présents sur la commune de Magny avec un effectif restreint, ils étaient quand même là, puisqu'on les voyait au programme des associations ou autres, on les voyait quand même, le Secours catholique, et ils m'ont expliqué qu'ils agissaient depuis la permanence et les locaux à Guyancourt, et que même pendant cette période-là, ils ont quand même suivi des familles avec un gros suivi de certaines familles de Magny, celles qui étaient en capacité de se déplacer du coup à Guyancourt, et m'ont même évoqué également le fait de leur avoir financé quelques aides, en particulier de paiement de cantine scolaire, et à cette époque-là, ils n'avaient pas de subvention. Donc je ne comprends pas, alors que l'accueil que vous leur avez fait quand ils ont annoncé leur retour était plutôt très positif et chaleureux, pourquoi c'est comme si on les mettait un petit peu à l'essai, alors qu'en fait ils sont connus, il y a une continuité de leur activité, ils n'avaient quand même pas complètement cessé, on connaît leur sérieux. Je suis un petit peu surprise de cette espèce de mise à l'essai, et du coup je propose un amendement pour que l'on vote pour une subvention à 500 €. C'est pas une mise à l'essai, on les connaît très très bien, pour pas dire par cœur. Ils se sont débrouillés effectivement sans nous pendant 2 ans.
La délégation des Yvelines est puissante avec des moyens et effectivement ça a permis à cette association, en se regroupant à Guyancourt, de pouvoir aider des personnes. Au-delà de la délégation du Secours catholique, il y a effectivement toujours eu des liens avec le CCAS. Frédéric Dulac sera plus à même d'en parler que moi. Donc c'est absolument pas un test, il y a une pleine confiance dans les services de cette association. C'est véritablement de voir quels sont les besoins effectifs. On a fait une réunion avec l'ensemble du tissu solidaire il y a quelques semaines. On a des relations très très étroites avec la totalité des associations caritatives avec Frédéric Dulac et on sent qu'il y a besoin de faire quelque chose de très très resserré en termes de suivi. Donc on n'est plus sur un suivi une fois par an, mais plutôt 2 à 3 fois par an. Et l'idée c'est plutôt de faire le point avec eux à la fin de l'année 2024, d'accord, dans 6 mois, pour voir quels sont véritablement les besoins financiers. Sachant qu'ils le savent très bien, s'il y a besoin d'une aide ponctuelle, ils sauront vers qui se tourner. Madame Dulac. Oui, le Secours catholique a toujours très bien travaillé avec eux. Il est très complémentaire, leur action est très complémentaire de celle des autres associations de la commune. Et c'est pour qu'on entende bien celle d'autres associations solidaires de la commune. Mais voilà, on était très contents de les retrouver en activité sur Manille-Lamont. C'est vrai que on aurait pu donner 500 €, mais c'est pas le propos. Eux, ils demandaient ça un peu par principe. Et c'est vrai qu'ils sont très financés par le national. Hein, donc, pour ce qui est du local, ils ont besoin de quelques fonds pour mettre en place leur café du jeudi ou du lundi maintenant, je crois. Hein. Lundi matin, etc. Enfin, ils ne prennent pas ça du tout comme une sanction, ni comme un test ou quoi que ce soit. Non, ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a encore quelqu'un, il y a toujours quelqu'un au CCAS avec nous, vous savez, puisque vous en êtes, de quelqu'un du Secours catholique qui s'occupe, qui vient avec nous au CCAS, qui participe à tout ça. Et je dois dire quand même qu'on ne peut pas dire que le Secours catholique a été très sollicité, et nous est sollicité beaucoup pendant les années où ils étaient à Guyancourt. Il y avait des familles sûrement qu'ils aidaient, mais le CCAS lui-même n'a pas été sollicité pour des Manicois en particulier par le Secours catholique. Mais bon, c'est pas grave, voilà, ça va revenir maintenant. Roberto. Donc ouais, effectivement, non seulement ils ne nous ont pas beaucoup sollicités, mais nous sommes allés les chercher pour qu'ils participent absolument au Forum des associations. Donc on n'a jamais voulu se couper de cette association. Pour rappel, hein, depuis 3 ans, on a mis en place au milieu du forum ce groupement d'associations solidaires. Et on voulait absolument que cette équipe soit présente. Voilà. Et c'est ce que j'ai entendu le mot habitude. Voilà, l'idée c'est de marquer le fait qu'il n'y a pas d'habitude dans les subventions que l'on a nous. Ces subventions, elles sont étudiées, elles correspondent à des projets ou à des besoins. Voilà. Il faut savoir bien quantifier ce besoin pour être le plus efficace et efficient possible. Merci pour vos réponses. Cependant, je maintiens que ça donne l'impression que soit on cherche une économie là où il ne faut pas la chercher, soit on donne un signal qui n'est pas un bon signal. Et je souhaite qu'on mette au vote une proposition d'un... C'est votre impression. C'est votre impression. Donc, de financement 500 €.
par rapport à cette question-là, d'abord, premièrement, nous n'avons pas eu de demande de subvention du Secours catholique ces dernières années, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait plus de groupe d'action locale sur Manille-les-Hameaux, et nous nous sommes organisés eux aussi pour pouvoir garder le lien au maximum sur ces années, et avec notamment au moins une personne qui habite Manille-les-Hameaux et qui continuait de belle façon de faire ce lien. Deuxièmement, comme l'a rappelé Roberto, on a organisé un espace au forum qui permet une plus grande visibilité des associations de solidarité, notamment justement pour pouvoir leur permettre de rechercher aussi des bénévoles. Ça a fonctionné sur un certain nombre d'associations, et quasi toutes. Troisièmement, toutes les associations de solidarité, et c'est notamment le cas d'ailleurs sur l'accompagnement des familles ukrainiennes avec Aurore, sont sollicitées de manière assez régulière pour faire un point ensemble, et dans ce cadre-là, la personne à laquelle je pense qui continue de faire le lien avec au niveau du Secours catholique était incluse évidemment dans l'ensemble de ces démarches. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a à peine un mois, on a eu cette bonne nouvelle du Secours catholique qui souhaite remettre en place un certain nombre d'activités sur notre commune. C'est une bonne nouvelle. Et là-dessus, évidemment, la seule base qu'ils ont, eux, est le niveau de financement qu'on avait classiquement avec eux. Sauf qu'aujourd'hui, sur une remise en place d'activités qui est un espace d'accueil, de soutien et d'aide à l'apprentissage du français, puisque c'est le projet qui nous est présenté, nous considérons qu'on va avancer ensemble, pas à pas. Si évidemment, dans les prochains mois, et en plus on aura un conseil municipal en juin, on s'aperçoit qu'il y a foule et qu'ils ont un besoin effectif de financement, on l'adapte. Il n'y a pas de sujet là-dessus en fait. Simplement, on va avancer pas à pas avec eux pour être certain que le besoin auquel eux veulent répondre aujourd'hui existe bien, puisque clairement aujourd'hui sur cette mise en place d'activités de leur part, eux-mêmes ne savent pas derrière ce que ça va être en termes de répondre. Et ça là-dessus, il est aussi de saine gestion pour nous de pouvoir avancer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année ils n'auront pas 500 €, et on ne se fixe pas en fait sur un montant stricto sensu, mais par contre, comme toute nouvelle activité qui se met en place, évidemment, on avance ensemble. Et c'est ce qui a été proposé au Secours catholique, et c'est ce qui est proposé tout simplement ce soir. Et il n'y a pas, et il ne faut pas voir, surtout pas, voir quelque chose comme une mise à l'essai ou une interrogation par rapport à ce que fait l'association, pas du tout. Simplement, c'est une question de cette gestion. Il y a une nouvelle activité qui se met en place, d'une association qu'on connaît bien, ça nous permet de les financer dès à présent. Et d'ailleurs, je dirais même que réglementairement, ils ont la chance de passer par une délégation yvelinoise, puisqu'il n'y a pas de structure associative spécifique manicoise, ce qui fait que s'il avait fallu qu'ils recréent une nouvelle association, là il fallait attendre un an. Donc voilà, ça nous permet de déborder tout ça, de les refinancer dès le départ, sans même savoir finalement quelle est l'activité et comment ça se passe, ce qui ne se fait pour aucune autre association, je viens de préciser quand même. L'avantage c'est qu'on sait déjà ce qu'ils valent, et aujourd'hui on avance avec eux. Voilà. Mais on avance pas à pas, et si ça se trouve dans 3 mois ils nous diront finalement les 500 € ça ne nous sert à rien, on a besoin de 300 parce que par rapport au nombre de bénévoles qu'on a aussi pour encadrer tout ça, pour accompagner tout ça par rapport au nombre de personnes qui sont venues nous voir, on n'y est pas encore, et puis on va évoluer petit à petit, quoi, tout simplement. Roberto ? Moi, je vais me permettre de compléter parce qu'effectivement, on a peut-être oublié quelques éléments. Le projet présenté, c'est un projet
d'ateliers sociolinguistiques. On n'a pas parlé d'aide supplémentaire, puisqu'à priori, ils se débrouillent avec la délégation des Yvelines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose a été mis en place par l'action de Frédéric Dulac, un coup de fil dans les associations solidaires. C'est-à-dire que là, maintenant, toutes les associations ont un lien encore plus rapide entre elles pour pouvoir s'entraider. Et on sait qu'on a un système porté par le CCAS en cohésion avec ces associations qui permettent d'amener de l'aide aux gens qui en ont besoin. Et c'est extrêmement réactif. Et là, ce nouveau coup de fil qui a été mis en place nous a prouvé ces dernières semaines que ça fonctionnait très très bien. Pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre plus d'argent sur la partie sociale. On y arrive. Voilà, c'est notre sentiment. C'est très bien aussi, pas forcément à partager, mais au vu du temps qu'on a passé avec les associations ces dernières semaines et ces derniers mois, on pense que ça porte ses fruits. Je suis au conseil. Je suis membre du conseil d'administration de la CCAS, donc je vois ces associations qui s'expriment et qui se parlent entre elles. Et effectivement, la dernière fois, il y a une des familles qui a été redirigée vers le secours catholique, donc ils font aussi de l'accueil, parce qu'ils n'ont pas prévu que des cours de français, mais également ils réaccueillent des familles et ils en ont déjà accueilli depuis qu'ils font la permanence. Donc j'entends plein de satisfaction et plein de louanges de ces associations. Du coup, je trouve que c'est pas très cohérent avec la diminution de leur demande. Mais voilà, je me suis exprimée sur le sujet. Je vous propose donc de passer au vote sur cette délibération sur un montant de 300 €. Y a-t-il des votes contre? Excusez-moi juste, je peux... Thérèse Mallet. Mais je voulais vraiment que vous disiez publiquement que vous êtes prêt à vous engager s'il devait revenir vers vous d'ici quelques mois. Et bien avant, c'est bien. Un moment donné, franchement, qu'est-ce que j'ai dit? C'est très malhonnête. Ça, c'est très malhonnête. Ça a été dit deux fois. Je l'ai dit. Ça, c'est la petite politique, la petite voilà, je l'ai dit. C'est malhonnête. Ouais. Faut trouver un moyen d'exister. S'il vous plaît. Thérèse, juste. Non, franchement, vous me fatiguez. Peut-être. En attendant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? En attendant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que... J'ai le droit de reposer la question, que ce soit bien clair. Alors, est-ce que ce que j'ai dit n'était pas clair? Si je repose la question, c'est peut-être que je... C'est que c'était pas clair. D'accord, mais dans ce cas-là, vous regarderez de mon point de vue. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce vote? Abstention, une abstention, 2, 3 abstentions, refus de vote, 300 € adopté. Cette volonté de mettre en cause ce que nous faisons en accompagnement des associations, parce que c'est exactement ça que vous tentez par cet amendement, par cette façon de poser ces questions, et d'ailleurs même par rapport à l'abstention que vous faites. Aujourd'hui, très clairement, les associations savent comment nous les accompagnons et le lien que nous avons, et notamment qu'a Roberto, qu'a Frédéric par rapport aux associations Solidarité, de manière la plus minutieuse possible. Et évidemment en fonction des besoins qu'elle nous exprime et en fonction des capacités que nous pouvons avoir aussi. Voilà. Donc à un moment donné, les procès d'intention, ça suffit. C'est vous qui les faites. C'est vous qui les faites. Oui. On défend simplement une délibération. On s'estime que 200 € de plus... Maintenant, nous passons à la délibération suivante. Maintenant, oui, c'est moi le président de la séance. Et vous pouvez couper votre micro.
Délibération suivante qui concerne un vœu relatif aux mesures d'économie annoncées par l'État susceptibles d'affecter les finances locales, qui est à l'initiative de l'Association des petites villes de France et que je vous propose d'adopter ce soir. Je vous le lis. Considérant qu'à la suite de la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures d'économie et d'imposer aux collectivités de réduire les dépenses de fonctionnement de 0,5% en volume en dessous du niveau de l'inflation. Considérant que les efforts demandés aux collectivités représenteraient une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 années, alors même que les collectivités territoriales ont de plus en plus de mal à faire fonctionner les services publics locaux et sont appelés à prendre de plus en plus le relais de l'État dans le domaine de la santé, de la sécurité et très bientôt de la petite enfance avec la mise en place d'un service public à l'échelle du bloc communal. Considérant que les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% d'investissement public et près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique, elles ne sont par conséquent nullement responsables de la dégradation des comptes publics. Considérant que l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales est remise en cause depuis une vingtaine d'années par la suppression de leurs leviers fiscaux et une recentralisation rampante de l'État. Le Conseil municipal rappelle que les collectivités n'ont jamais été à l'origine des diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Le Conseil municipal rappelle que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire, palliant les carences de l'État et qu'ils ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie ainsi que diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État et qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande, article 1, au gouvernement de garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Demande, article 2, au gouvernement, dans l'intérêt général, de permettre aux conseils municipaux, dans leur deuxième partie de mandat, de mettre en œuvre leurs programmes municipaux, notamment en matière d'investissement dans le cadre de la transition écologique, rénovation énergétique des bâtiments communaux, désimperméabilisation des sols, plantation d'arbres, et d'engagement de l'action sociale, la garde d'enfants à l'éducation, l'accompagnement des seniors et la solidarité. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce vœu donc repris de la part et proposé par l'Association des petites villes de France? Tristan Jacques? Non, peut-être juste en complément, parce qu'on a reçu des petites newsletters là, de l'Union des maires des Yvelines, notamment sur la petite phrase du président qui est relayée aussi par l'Express, qui est un média pas de gauche. Hein. Le chef de l'État a affirmé qu'hormis une dérive des dépenses initialement prévues, une dérive des dépenses initialement prévues qui est du fait des collectivités territoriales, il n'y a pas de dérapage dans le budget de l'État et même une sous-consommation des dépenses du budget de l'État. Honnêtement, ça fait vraiment rire quand on sait que les collectivités territoriales doivent présenter des budgets en équilibre en permanence. Moi, je supporte de plus cette hypocrisie de notre gouvernement qui dépense à tout va sans compter et depuis des années, qui donne des leçons de vie aux collectivités territoriales. Moi, ça me tue. Donc, je soutiens cette motion avec grand plaisir. Dedans. En fait, nous avons remarqué que vous avez modifié la fin du texte d'origine qui était unanimement représenté par l'Association des petites villes de France. Donc du coup, c'est plus exactement le même texte puisque c'est votre écriture du texte pour ce qui concerne l'article 1 et l'article 2. Nous aurions, même si nous souhaitons pas du tout nous opposer à ce vote, nous aurions souhaité en rester au texte d'origine qui était plus consensuel.
Alors, dans la proposition qui nous a été transmise, je le précise, par l'Association des petites villes de France, c'est de pouvoir adapter localement les demandes vis-à-vis de l'État. Donc forcément, dans l'article 2 notamment, vous retrouvez ce qu'on fait en matière d'investissement et les besoins que nous avons. Et d'ailleurs, c'est une continuité dans ce cadre-là, puisque si vous avez suivi les interpellations que j'ai pu faire vis-à-vis de l'État par rapport justement à nos besoins d'investissement et notamment sur la transition écologique, où j'ai tout simplement expliqué que si l'État nous finançait 1,4 million, grosso modo, ce qui nous a été retiré ces dernières années par an, sur des financements rien qu'en investissement chaque année, pour pouvoir soutenir justement la rénovation énergétique de nos bâtiments, eh bien, on pourrait largement accélérer l'ensemble de ces investissements-là. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que ce que font tous les derniers gouvernements, c'est ce qu'on appelle des appels à projets, qui sont à remplir du jour pour le lendemain, le fameux fonds vert, du jour pour le lendemain, qui ne sont que des financements finalement d'opportunités en fonction de dossiers qui sont déjà bien mûrs, et donc sur lesquels on sait, si évidemment on y va, que on aura quand même un minimum de capacité d'investissement pour pouvoir le faire. Donc c'est uniquement du financement d'opportunités, mais en plus, le pire, c'est que c'est l'État qui choisit les thématiques d'appel à projet qu'il fait. Et évidemment, l'État ne financera pas d'autres projets. Je pense par exemple aujourd'hui, si nous choisissons de créer une crèche collective, l'État ne financera pas. On passera par la CAF, on cherchera des financements, mais l'État lui-même ne nous financera pas. Le fonds vert aujourd'hui, on a eu la chance une année d'obtenir un montant, je vais dire correct, par rapport à ce fonds vert, et c'est par rapport à la rénovation, le projet de rénovation énergétique de l'école Corot-Samin. Mais c'est une seule fois. C'est-à-dire que là, pour 2024, déjà l'État a annoncé que le fonds vert allait certainement finir en peau de chagrin. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé d'un État qui nous forçait à faire des appels à projets en fonction de ses propres envies politiques, à un État qui ne fait même plus d'appels à projets, qui derrière, en fait, ne finance plus du tout les collectivités. Et donc, évidemment, il est normal qu'on puisse mettre, disons, plus en concret par rapport à ce qu'on vit localement en tant que commune de Manille-les-Hameaux. Et chaque commune qui s'est saisie de cette proposition de vœux à adapter, évidemment, en fonction de ses spécificités locales. Est-ce que ça répond à l'interrogation que vous aviez? Oui, merci. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci, et nous allons transmettre ce vœu à l'État et en copie avec l'Association des petites villes de France. Il reste les décisions, les décisions municipales. Y a-t-il des questions? Question? Thérèse Mallet. Nous avions relevé lors de la commission finance qu'il nous manquait le numéro d'un lot sur une décision. Il n'y a peut-être pas d'importance, je ne sais pas si pour vous c'est
indispensable que soit indiqué le lot et les démarches. Alors, c'est une liste de décision pour information, donc elle n'est pas Bon, après, officielle. c'est pour Et pour votre parfaite information, donc c'est la toute dernière décision, et il faut lire avenant numéro 4, lot 3, et en fait c'est le 4 et l'eau qui se sont rétractés dans l'eau. Voilà. Donc c'est avenant numéro 4, l'eau 3. L'eau 3, façade. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.